est-ce qu'il était, alors, le plus gradé de tous ces gendarmes, ou en tout cas ces services, ces éléments de défense et de sécurité qui étaient présents sur les lieux de séjour, à votre avis? On peut penser raisonnablement que c'était lui le chef, parce que c'est lui seul qui parlait. Personne d'autre ne parlait dans le groupe, c'est lui seul qui parlait. Et donc, raisonnablement, c'était lui le chef du contingent. C'était lui le chef du contingent. Raisonnablement. J'ajouterai le coordinateur du dispositif de répression séjour. Bon. Je continue. Monsieur Fall, tout de suite, vous avez commencé par nous rappeler que vous étiez le représentant de la République de Guinée à la conférence à Rome portant sur le statut. Certes, vous n'êtes pas juriste, mais vous avez approuvé les conclusions du rapport d'enquête internationale d'un éminent juriste que vous avez cité, et je crois que vous connaissez, qui a conclu, au regard de ce qui s'est passé le 28 septembre, les faits sont constitutifs d'un crime international, notamment le crime contre l'humanité. Est-ce que vous convenez avec moi, certes, Maître Hamidou Barry ne me dira pas le contraire s'il était là, que le 28 septembre, il y a eu crime contre l'humanité? Monsieur le procureur, je suis juriste de formation. Ah. Je suis de la 9e promotion de la faculté de droit de l'université Gamal Abdel Nasser. La 9e promotion. La promotion Samori, Almami Samori Touré. Je suis un juriste de formation. J'ai enseigné le droit à la faculté de droit pendant quelques années, mais j'avais choisi d'être diplomate. Donc, j'étais directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères à cette période. Et c'est cette qualité que je suis allé à la conférence diplomatique de Rome. Naturellement, il y avait un magistrat avec moi, le procureur Yves Aboli, mais j'étais le chef de la délégation, j'avais le rang d'ambassadeur, directeur des affaires juridiques, et c'est à ce titre que nous étions à Rome. Et donc, le rapport de la Commission internationale d'enquête, que nous on appelle souvent la Commission d'établissement des faits, qui avait mandat de venir à Conakry pour faire le point de la situation et rendre compte au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité, sur les circonstances des événements qui s'étaient produits à Conakry. Ce rapport a conclu qu'il y avait eu des crimes graves à Conakry. Il a situé des responsabilités, il a donné des noms et il a qualifié les crimes commis au stade de Conakry de crimes contre l'humanité. Et ce crime contre l'humanité faisait partie des crimes qui relevaient de la compétence de la Cour internationale au sens du statut de Rome. C'est la raison pour laquelle la CPI avait été saisie. Je me réjouis d'apprendre que vous êtes juriste de formation, ça me rassure déjà. Alors, aujourd'hui, si ces accusés comparaissent devant ce tribunal pour des faits d'assassinat, de coups et blessures, de viol, de séquestration, pour ne citer que ces infractions, vous convenez avec moi, au regard des faits, du contexte dans lequel ces crimes ont été commis, qu'il y a eu bel et bien crime contre l'humanité, en votre qualité de juriste? Oui, je le pense parce que, vous savez, monsieur le procureur, au moment où nous discutions du statut de Rome à cette période, les viols ont occupé une très grande place. Et comme vous savez, les viols de cette nature sont considérés comme des armes de guerre. Et c'est ce que les soldats ont utilisé. Ils ont utilisé une autre arme de guerre qui n'est pas le fusil ni les manchettes, le viol. Et le viol, c'est pour déshonorer les femmes, pour les humilier, pour leur arracher ce qu'elles ont de plus intime. Et c'est pour ça qu'on considère le viol comme un acte vil. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous discutions du statut de Rome, ce genre de viol a été pris en compte. Et quand vous voyez ce qui se passe en RDC,
où il y a eu des viols de cette nature, parce que chaque fois qu'il y a des crises, les soldats, ou du moins les belligérants, pas forcément des militaires, les belligérants utilisent cette arme du viol comme une arme de guerre. Et c'est la raison pour laquelle le viol doit être connu et doit être doit être jugé avec l'extrême sévérité. Merci, M. Fall. Je vais continuer. Et c'est pourquoi, et à juste raison d'ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale, je cite, 405. Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Alinéa 2. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier et, s'ils sont primitifs, toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et le greffier. Certes, il reviendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de soumettre au débat la question de la requalification des crimes pour lesquels comparaissent ces accusés devant ce tribunal. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour Donc, les questions. je vais continuer sur les questions. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchegboro Kamara, quelle était l'atmosphère de l'entretien? Au niveau de Fondis? Oui, au niveau de Fondis. Non, ce n'était pas tendu. Il y a eu quand même une vive discussion entre lui et plusieurs collègues des forces vives. Et je crois qu'on ne pouvait pas s'entendre. Et lui parlait, les autres parlaient, et chacun était sur ses positions. Lui, il insistait pour que le meeting soit reporté. Et nous, on insistait pour nous laisser aller. On était juste à quelques kilomètres, à quelques mètres du lieu de la conférence, parce que nous avions décidé de faire notre réunion sur l'esplanade, nous adresser à nos militants, et puis on se séparait. Et on insistait pour ça. Et finalement, ce n'était pas une atmosphère de violence, mais c'était quand même assez tendu, chacun maintenant sa position. Très bien. Alors, vu le contexte de cette intervention entre vous, il était là. C'était pour vous dissuader ou pour vous empêcher de tenir ce meeting? C'était pour nous dissuader. Bon, je ne suis pas certain qu'il pouvait nous empêcher. Certes, notre groupe n'était pas un groupe important, mais la preuve a été donnée que la masse qui est venue après a fait sauter son verrou. Mais il essayait de nous dissuader, de nous parler. De vous dissuader. Ouais. Moi, je dirais vous empêcher et même de réprimer. Je vais continuer. Monsieur Fall, vous avez suivi 2 parties civiles qui ont passé ici victimes, qui ont déclaré ceci, que lorsque les leaders politiques et eux, les manifestants de façon générale, ont rencontré au niveau de la Fondis le colonel Moussa Tchegboro Kamara, il a proféré des menaces. Je les cite. Vous tenez à accéder au stade. Si vous y allez, vous allez en tirer toutes les conséquences. Après de tels propos, tenus par un officier supérieur, qui avait le 28 septembre, sous son contrôle, sous sa direction, sous son commandement, des forces de sécurité, armées pour certains. Si ces faits se sont commis, des faits de crime, de viol, de coups et blessures, à qui, selon vous, en termes de responsabilité de supérieur hiérarchique, on peut imputer cette responsabilité? Monsieur le procureur, je laisse le soin au tribunal de situer les responsabilités. Moi, je donne les faits tels que je les ai vécus. Évidemment que j'ai suivi ces propos à travers
certaines de nos militantes qui étaient effectivement au stade. Je laisse le soin au tribunal d'apprécier et cela constitue certainement un élément d'appréciation pour vous. Je préfère ne pas jouer ce rôle ici et je préfère rester dans ma position de partie civile. C'est le juriste qui parle. Alors c'est sur ce, je remercie Monsieur le Président, le tribunal et ses assesseurs. Je vais passer la parole à mon collègue, le procureur El Sidiki. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Fall, à la suite de mes collègues, je voulais vous dire merci. Vous êtes un diplomate chevronné, reconnu sur le plan international, et malgré votre calendrier très chargé, vous avez accepté de venir donner votre part de vérité. On ne peut que se réjouir et vous dire merci. Et sans risque de se tromper, et à l'image de M. Bahouri, je vais dire que vous êtes des valeurs de ce pays. Question maintenant. Merci bien. Alors, par rapport aux questions, votre rencontre devrait avoir lieu, je vais parler du meeting, ça devrait se faire à l'esplanade du stade ou bien dans l'enceinte du stade. Initialement, nous voulions organiser notre meeting à l'intérieur du stade à cause de ses capacités. Nous en avons fait la demande. On n'a pas reçu de réponse. Et donc, raisonnablement, on a compris qu'on ne nous donnait pas l'autorisation de le faire à l'intérieur du stade. Nous avons saisi la commune de Dixine par une lettre officielle. Mon collègue Bahouri vous a expliqué, puisque c'est lui qui s'occupait de l'organisation. Et la seule réponse que nous avons eue de la commune de Dixine, c'est qu'il n'était pas à même d'assurer la sécurité, mais la commune ne s'est pas opposée non plus. Et nous avons décidé en séance plénière des forces vives, avec tous les leaders, que nous maintenons notre meeting, puisque déjà dans les déclarations que nous faisions sur les radios privées, nous avions déjà annoncé que c'était au stade. Et comme tous nos militants à Conakry et ailleurs avaient compris que le meeting se faisait au stade, nous avons donc décidé en séance plénière des forces vives de tenir le meeting sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Voilà. D'accord. Et pour vous, qui a ouvert les portes du stade? Ceci reste un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. D'accord. Nous n'avons aucune idée. D'accord. Étiez-vous au courant de la réunion qui s'était tenue à la veille au niveau du camp Alpha Yaya Diallo? Pas avant le 28 septembre. C'est après le carnage du 28 septembre que nous avons appris qu'il y avait une réunion au camp Alpha Yaya la veille et que des instructions avaient été données pour donner des représailles. Et c'est après qu'on l'a su. Et je devrais ajouter que dans mon exposé, je n'ai pas mentionné les disparus. Je devrais mentionner que beaucoup de corps avaient été enlevés. On en a longuement parlé au cours de ce procès. Mais en ce qui concerne cette réunion, on avait même appris à l'époque, et vous rappellerez que dans le camp Alpha Yaya, qu'il y a une excavation à l'intérieur du camp Alpha Yaya et qu'il y a eu une explosion des bombes et autres qui étaient à Alpha Yaya il y a des années et qu'il y avait une grande excavation là-bas. Nous aurions appris aussi, puis c'était des rumeurs, que cela aurait servi de fosse commune aussi au corps qu'on avait enlevé. Évidemment qu'il reste encore un mystère sur cela, mais nous avions appris quand même ce que vous dites, quelques jours après, le 28, qu'il y avait une réunion très tardive au camp Alpha Yaya où des instructions avaient été données. Nous l'avons appris. Mais Merci. Après. Merci bien. Et puisque vous étiez au stade, quel genre d'armes vous avez pu distinguer ces jours-là avec ces militaires? Ils avaient des fusils. Ils avaient des fusils. Ceux qui tiraient sur les manifestants avaient des fusils.
Ceux qui sont venus vers nous, il y avait certains avaient des fusils qu'ils n'ont pas utilisés. Ils utilisaient les crosses des fusils pour nous bastonner, où ils avaient... Mais nous n'étions pas directement à l'intérieur du stade pour nous approcher des militaires. Nous, on a été avalés très tôt. Vous avez vu des fusils? On est sortis très tôt du stade. D'accord. Vous avez vu des fusils? Oui, il y avait ceux qui ont tiré, évidemment, ils tiraient avec les fusils. Vous avez vu des machettes? On a vu... Non, moi, je n'ai pas vu de machette, mais parmi mes militantes, il y a beaucoup qui ont été blessés avec des machettes. Vous avez vu des poignardés, qui ont été blessés avec des machettes. Vous avez vu des gourdins? Des gourdins? Ah, ils en avaient. Marcel même en avait. D'accord. Marcel avait une grosse matraque. C'est avec ça qu'ils nous tapaient. Des matraques? Des espèces de gourdins, en tout cas. Des espèces de gros gourdins. Et c'est avec ça qu'ils nous battaient. Et est-ce que vous avez entendu parler aussi de flèches? Moi, je n'ai pas vu les flèches. D'accord. Ceux qui avaient les flèches sont arrivés après nous. Nous, comme je dis, nous, on est sortis très tôt. On nous a exfiltrés. Ces gens-là sont venus après nous. D'accord. Ils sont venus après nous. Et aux abords du stade, est-ce que vous avez vu des camions militaires, des pick-up, des bus? Non, quand nous sommes sortis du stade avec le commandant Toumba, on est venu sur l'esplanade, on a vu son véhicule garé. De l'autre côté, vers l'école de Dixine, il y avait des véhicules militaires certainement, mais nous n'avons pas fait attention. Nous étions dans une telle... On était harcelés, monsieur le procureur. On n'avait pas le temps de regarder tout ça. On avait affaire à ceux qui étaient autour de nous, nos assaillants, qui continuaient à nous taper dessus. Donc, je n'ai pas remarqué ça. Non. Et puisque Marcel était proche de vous, comment il portait son béret? Il avait un béret rouge. Comment il le portait? Bon, vous ne vous rappelez pas? En tout cas, il portait le béret rouge. Ça, je sais, il portait un béret rouge. Il avait une vareuse verte et il portait un béret rouge. D'accord. Et vous dites qu'au niveau de l'hôpital, vous vous étiez vu avec colonel Tibro. Et vous l'avez même tiré pour qu'il puisse voir une des victimes qui y était admise, n'est-ce pas? C'est la clinique Ambroise Paré, 2 ou 3 jours après. Quel était son état d'âme? Qu'est-ce que vous avez remarqué en lui lorsque vous lui avez montré cette victime-là? Il n'a pas fait d'observation, mais je l'ai tiré, je lui ai dit, viens. Le colonel Tibro et moi, on a toujours eu des relations très fraternelles. Il m'a toujours appelé grand frère, même après le 28 septembre. On a travaillé ensemble à la présidence ici. Quand j'étais secrétaire général de la présidence, il travaillait déjà avec le président Alpha Condé. Et quand je l'ai appelé à la clinique, je lui ai dit, viens voir. Il m'a suivi, je lui ai montré la victime, mais il n'a pas fait d'observation. D'accord.